On va commencer. Merci d'avoir répondu si vite et si nombreux à l'invitation lancée par Politis et par Attac. Je suis Ingrid Merckx, journaliste à Politis, et je vais vous présenter juste en 2 mots d'où vient ce projet de rencontre et comment ça va se dérouler. Mais avant, je voulais remercier beaucoup Jacques Boutot de nous accueillir de nouveau dans cette salle. J'ai en mémoire plusieurs débats qu'on a organisés ici, un sur l'intermittence en 2014, je crois, et puis un avec Piketty généreux au mois de mars. Voilà, à chaque fois, c'est des temps forts pour le journal, et donc merci beaucoup. Je vous laisse dire un petit mot. Oui, je ne vais pas être très long parce que je pense que vous attendez surtout les intervenantes et les intervenants qui vont apporter on ne m'entend pas, qui vont apporter du contenu au débat sur cette question que nous vivons tous désormais quasiment de notre vie quotidienne, qui est les conséquences du dérèglement climatique. Et ce n'est pas seulement en tant que lecteur assidu de Politis que je suis très heureux de mettre cette salle municipale à votre disposition pour ce débat, pour cette rencontre, mais parce que en tant qu'élu écologiste depuis des années, nous sommes avec l'équipe municipale, et j'en profite pour saluer Brigitte Van Ogarden, élue du 2e arrondissement, qui, comme moi, à mes côtés, tente de mettre en œuvre sur ce petit territoire du 2e arrondissement, que ce soit les cantines bio, que ce soit les repas végétariens, les déplacements pour réduire la place de la voiture, favoriser la place du piéton, créer du logement social, mettre en place des centres d'accueil pour les familles, et puis pratiquer au quotidien des actes symboliques qui vont de la mise en place d'un système de management environnemental, ça c'est pas symbolique, dans les actions de la mairie du 2e arrondissement, ou bien tout simplement pratiquer depuis plusieurs années maintenant l'écriture inclusive dont nous parlons désormais beaucoup. Nous on le fait depuis un moment. Et tout ça c'est de l'écologie, et quand on va, je pense, voir, quand on parle de défis à relever, d'imagination et d'action, eh bien en tant qu'élu, ce type de manifestation nous m'aide personnellement en me donnant des outils pour l'action, parce que voilà, on ne peut pas être, comme on dit, au four et au moulin. Moi, en tant qu'élu et les élus écologistes, et c'est ce que nous tentons de faire, essayons de démontrer que ce que dit et pensent les écologistes en matière d'analyse de la situation et les outils, les actions qui en découlent sont des actions tout à fait pragmatiques, réalistes, et qui répondent à ces enjeux du développement, du dérèglement climatique. Et par exemple, comme je le disais, quand on fait depuis maintenant 15 ans des cantines bio, on passait pour des farfelus il y a 15 ans. Quand on fait des repas végétariens depuis 2009, on nous regardait avec des grands yeux. Et aujourd'hui, c'est des pratiques qui se diffusent, qu'on expérimente et qui prouvent leur pertinence. Mais ces pratiques, elles peuvent être mises en œuvre concrètement par nous, élus, et nous avons la chance de pouvoir le faire parce que, eh bien, il y a des penseurs, il y a des chercheurs, il y a des Geneviève Hazan, il y a des Christophe Bonneuil, il y a des Marie Toussaint et bien d'autres, des Maxime Combes, qui pensent, qui analysent, et puis à partir de ça, on essaye, nous, d'en tirer au mieux les conséquences pour notre action quotidienne en matière de politique publique. Et c'est pour ça que vraiment, ça me fait plaisir que cette rencontre se passe ici et que je puisse l'accueillir. C'est tout à fait une mise en cohérence entre ce que l'on pense, qu'on analyse, et ce qu'on tente de faire sur ce petit territoire de Paris. Voilà, donc je ne suis pas plus long. Je voulais vous apporter avant tout le salut que les élus doivent en République à leurs invités. Voilà qui est fait. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier. Merci, Ingrid. Non, je vous en prie, restez là. Je voudrais remercier l'équipe d'Attac qui a embrayé très très vite sur ce projet, et puis aussi l'équipe de Pour Politis. Donc c'est l'association qui est constituée des lecteurs du journal et qui non seulement garantit notre indépendance, mais aussi une de nos meilleures ambassadrices sur tout un tas d'événements, de rencontres comme celle-ci, qui permet notamment d'avoir le journal qui est présent là. Alors, dans le journal qu'on a publié il y a 15 jours, vous trouverez un dossier qui est un petit peu le dossier
dossier tremplin ou pied d'appel pour cette rencontre, et dans lequel on a voulu un petit peu ouvrir le débat, faire plus la place au constat pour avoir un petit peu plus de place pendant cette rencontre, pour faire un petit peu plus de place à l'action, aux solutions, à comment s'organiser. Voilà, je voudrais remercier Pablo Solón qui est venu de loin. Et Geneviève Azam, qui est donc économiste, membre du conseil scientifique d'Attac, qui est aussi chroniqueuse à Politis. Et je voudrais la remercier personnellement parce que en fait, cette rencontre, c'est un petit peu de sa faute. Je vais vous expliquer pourquoi. L'année dernière, enfin quand je dis l'année dernière, c'était avant l'été, avec Denis Sieffer, qui est donc directeur de Politis, et moi-même, on a organisé une série de débats vidéo pendant la campagne présidentielle, donc sur les grandes questions qui se posaient à gauche, qui animaient la gauche. Et la dernière des personnes qu'on a interviewées dans ces débats, qui étaient plutôt des discussions, c'était Geneviève Azam. Et le débat filmé a beaucoup tourné autour de la question de l'urgence. Et à la fin de ce débat, on s'est retrouvés à quelques-uns, notamment de Politis, un peu atterrés, il faut bien le dire, parce que c'était des questions qu'on avait en tête, mais dont on n'avait peut-être pas pris conscience comme ça, en se disant qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, peut-être quelque chose de plus que nos articles, que nos discussions, que nos dossiers spéciaux, que nos hors-séries, etc. Et alors on était un peu tout feu tout flamme, on avait envie de lancer un appel, ou en tout cas de soutenir, de suivre journalistiquement un appel qui aurait été lancé par des ONG, avec, je ne sais pas, une liste des 10 urgences les plus urgentes, enfin quelque chose comme ça. Et puis Patrick Pirot, qui s'occupe de la rubrique écologie à Politis depuis longtemps, nous a dit, bon, du calme, l'urgence, ça fait 50 ans qu'on en parle, il faudrait peut-être se poser pour réfléchir un petit peu à, en fait, qu'est-ce que c'est l'urgence, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire l'urgence? L'urgence de quoi? L'urgence pour quoi faire? Quand est-ce que ça nous fait peur? Quand est-ce que ça nous paralyse? Et quand est-ce que ça favorise l'action? Voilà, et donc on s'est dit qu'on allait organiser une rencontre sur ce thème-là. Qu'est-ce que l'urgence? Comment est-ce qu'on s'organise face à cette urgence? Et donc il fallait une rencontre un petit peu dynamique, et c'est pour ça qu'on l'a découpée en disons 4 mini-débats sur des questions assez précises. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait des grandes tables rondes. Donc ces mini-débats vont se succéder ce soir, à l'issue desquels il y aura une petite place pour des mini-questions. Voilà, vous avez vu le programme, il est assez serré malheureusement. Voilà, c'est sur l'urgence, j'espère que ce ne sera pas dans la précipitation. Et puis voilà, je vais céder la parole à Geneviève et Pablo Solón. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bon, je renouvelle les remerciements à monsieur le maire du 2e arrondissement pour nous avoir prêté gracieusement cette salle et pour nous avoir donné donc l'occasion de pouvoir débattre ensemble de ce que nous appelons l'urgence. Nous n'avons pas fait apparaître l'urgence dans le titre de cette rencontre, puisqu'on parle de catastrophe, j'y reviendrai. Alors, en fait, le but de la soirée, c'est à partir d'une discussion sur l'urgence, mais comme l'a rappelé Ingrid tout à l'heure, cela fait 50 ans que nous parlons d'urgence, donc nous devons préciser ce que nous mettons dans l'urgence. Et donc, à partir d'une discussion sur l'urgence, notre propos majeur, en fait, est de tenter de comprendre, et comprendre pour agir, bien sûr, donc de comprendre le décalage entre ce que nous savons aujourd'hui, la multiplication des rapports scientifiques, en particulier pour ce qui est du climat, le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, par exemple. Ce que nous savons aussi est que nous mettons toujours sur le registre de l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. Nous sommes cernés d'urgence. Également des menaces. Nous connaissons les menaces qui pèsent pas seulement sur la vie future, mais sur la vie présente. Savons-nous, nous le savons, que dans l'Asie du Sud-Est, cet été, suite aux inondations liées au dérèglement de la mousson, 45 millions de personnes ont été déplacées. Donc il ne s'agit pas simplement de se préoccuper des générations futures, mais bien de se préoccuper des générations présentes qui subissent déjà de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Donc tout ceci, nous le savons. Et nous vivons un décalage avec ce que nous faisons.
entre ce que nous savons et ce que nous faisons. Alors, qui est ce nous? Évidemment, ce n'est pas un nous compact. Nous savons aussi que partout dans le monde, dans notre société française également, surgissent des milliers et des milliers d'expériences de résistance qui tentent d'inventer d'autres voies, d'autres manières de vivre qui rendent une vie possible dès aujourd'hui, une vie digne pour les humains, une vie fondée sur des critères de justice pour les humains et pour les autres espèces avec lesquelles nous sommes en relation, et également la Terre. Donc le nous, évidemment, n'inclut pas tout le monde. Mais ce que je voulais dire quand je parlais du décalage entre ce que nous savons et ce que nous faisons, je fais référence surtout à l'insuffisance et à l'inadaptation dramatique des politiques mises en œuvre, voire au déni qui continue à persister dans nos sociétés, et dans tous les cas, l'inadaptation de nombreuses de nos institutions aujourd'hui pour faire face à ce défi. Et bien souvent également, l'entretien de l'illusion technique, c'est-à-dire la croyance que ce que des procédés techniques ont produit, d'autres procédés techniques vont réussir à réparer. Donc, nous avons ce décalage entre ce que nous savons et ce que, collectivement, nous pouvons faire et nous faisons. Et je voudrais dire, par rapport à ce que disait Ingrid, peut-être, qui me paraît extrêmement important, c'est que nous connaissons tous ces rapports. C'est-à-dire que nous savons, et peut-être, comme dit le philosophe Jean-Pierre Dupuy, nous avons du mal pour passer du savoir à une certaine croyance. Nous ne croyons pas obligatoirement tout ce que nous savons. Et pour croire, bien souvent, il ne faut pas faire appel seulement à la raison scientifique. Pour croire aussi, il faut faire appel à des émotions, à du ressenti. Et aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique commence à avoir des effets extrêmement concrets. Les gens ressentent, y compris dans leur corps, ce que peut signifier aujourd'hui le réchauffement climatique. Et je dirais, par rapport à ce que disait Ingrid, nous avons raison d'avoir peur. Bien souvent, quand on parle de la peur, on renvoie la peur à des réflexes un petit peu irrationnels, des réflexes d'un ancien temps, obscurantistes. Sont fous aujourd'hui ceux qui n'ont pas peur. Nous avons de bonnes raisons d'avoir peur et de nous faire du souci pour l'avenir de nos sociétés et de la possibilité de notre vie sur la Terre. Donc, alors que justement le sol se dérobe, le sol semble bien s'effondrer au sens propre et au sens figuré, comment agir, comment étendre nos actions, comment étendre aussi notre imagination dans ce contexte de catastrophe. Alors, je voudrais juste, pour conclure finalement, revenir sur cette notion de catastrophe. Nous répugnons souvent à employer le terme catastrophe. De même, nous répugnons à assumer le fait que nous avons peur. Nous répugnons à employer ce terme et pourtant, nous devons l'employer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous menace, ce n'est pas le catastrophisme. Ce qui nous menace le plus aujourd'hui, c'est la banalisation de la catastrophe. C'est l'idée selon laquelle nous pourrions gérer la catastrophe, nous pourrions manager la catastrophe. Nous pourrions éventuellement même totalement repousser la catastrophe grâce à des techniques de plus en plus puissantes. Et bien souvent, nous associons le terme de catastrophe à la notion de risque. Et là, on voit toute l'imaginaire économique extrêmement prégnant. Une catastrophe, ce n'est pas simplement un risque, ce n'est pas le risque maximum qu'on pourrait gérer selon les méthodes économiques bien connues d'optimisation des risques, selon la méthode du coût et des bénéfices. Or, toute une partie des conséquences du réchauffement climatique est effectivement conçue comme étant un risque maximum. On ne parle pas de catastrophe en économie, on ne parle que de risque qu'il s'agit d'optimiser, c'est-à-dire de choisir finalement le risque minimum avec le coût minimum également. Et donc, on se méprend sur cette notion de catastrophe, si bien que elle est véritablement banalisée. Et bien souvent, nous envisageons l'avenir comme étant un choix des possibles. Nous n'intégrons pas dans notre imaginaire, dans nos représentations,
le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et que cette notion de choix doit elle-même être revue parce que nous nous confrontons aujourd'hui à un système terrestre qui réagit à toutes nos actions. Nous ne sommes plus les seuls acteurs. Il y a d'autres acteurs, et en particulier la Terre. La Terre qui manifeste aussi, par le biais de ce qu'on appellera le système terrestre, qui réagit à tout ce que nous avons pu lui faire subir. Et donc nous avons cet acteur-là qui nous pose des limites. Et donc l'avenir, ce n'est pas simplement un choix entre des possibles. Nous sommes face à l'irréversible. Et ça, je crois que ça doit faire partie maintenant de notre imaginaire. Nous ne sommes plus dans une ligne du temps continue avec un temps réversible. Nous sommes face à l'irréversible et face à des choses qui sont non négociables. Et je voudrais simplement terminer en disant que la catastrophe, c'est souvent le moment pendant lequel l'excès devient réalité. Et nous y sommes. Si je me réfère aux différents ouragans qui ont frappé nos îles, je dirais, pendant le mois d'août, il y a eu une réaction qu'on peut comprendre, mais que nous devons analyser. Une réaction de beaucoup de personnes qui ont fait appel à l'État en disant « Mais que fait l'État ? L'État n'a pas fait assez, c'est un scandale, etc. etc. » Je ne veux pas blanchir l'État, je sais qu'il y a eu des défaillances dans les politiques publiques, des défaillances considérables et des erreurs d'aménagement dans ces îles qui ont retardé considérablement et empêché de pouvoir réellement faire face. Mais il y a autre chose. Ce qui s'est passé dans ces îles, c'est-à-dire des vents qui sont de l'ordre de 320 km/h, aucun État ne peut les empêcher. Une fois que la catastrophe est enclenchée, il est trop tard. Et il n'est pas le fait de faire encore appel à l'État, c'est entretenir une croyance selon laquelle ces catastrophes seraient à l'échelle humaine. Aujourd'hui, nous prenons conscience que nous avons devant nous aussi quelque chose, une puissance de l'ordre de l'inhumain. Et que nous devons faire face à une puissance qui est de l'ordre de l'inhumain. Et que pour nous protéger par rapport à ces forces qui sont de l'ordre de l'inhumain, que nous ne pouvons pas maîtriser. Et nous devons accepter que nous ne pouvons pas les maîtriser. Et comme nous ne pouvons pas les maîtriser, nous devons tout faire pour ne pas les déclencher. Parce qu'une fois qu'elles sont déclenchées, il est trop tard et aucun État, aucun sauveur ne pourra nous protéger par rapport à ce type d'événements extrêmes. Alors, là, je conclus vraiment sur l'action. On voit bien que partout, il y a des personnes mobilisées, des groupes mobilisés, des résistances, des alternatives, partout. Et bien souvent, nous sommes, entre guillemets, pessimistes en nous disant « ce n'est pas suffisant, oh là là, on n'y arrive pas à faire face à ces défis absolument énormes qui sont devant nous ». Là, je crois aussi que nous devons modifier notre imaginaire, être beaucoup plus bienveillants par rapport à ce que nous faisons, parce que toutes ces expériences finissent par avoir du sens. Et ce que je voudrais dire, je pense que Christophe Bonneuil en reparlera tout à l'heure, c'est qu'à l'heure de l'Anthropocène, ce qui est considéré comme marge, et toutes ces expériences peuvent être considérées comme marginales, ce qui est considéré comme marge aujourd'hui, et dans l'imaginaire du progrès comme un peu rétrograde, en fait, dans ces marges-là, se vit l'avenir qui nous est promis. C'est dans ces marges véritablement qu'est envisagé l'avenir et non pas dans les projets pharaoniques de sauver le climat, sauver la planète que nous proposent aujourd'hui tous les technoscientifiques, voire certains économistes. C'est au contraire ceux qui prennent en compte ces limites, qui ont la vision de l'avenir, qui sont dans l'axe du progrès justement, qui sont dans l'axe de l'histoire. Et il n'est pas nécessaire obligatoirement de recouvrir l'ensemble de la planète pour avoir une action significative parce que l'avenir est là et nous le savons. C'est notre force aussi et je crois qu'il faut que nous la cultivions. Je vous remercie. Je vais passer la parole donc à Pablo Solón, que je présente très rapidement.
Pablo Solón donc, est bolivien, il appartient à une fondation qui s'appelle la Fondation Solón. Il a participé au gouvernement d'Evo Morales à ses débuts, puis ensuite il a dû démissionner pour des désaccords importants sur les choix productivistes en particulier de ce gouvernement bolivien, et il a été négociateur jusqu'en 2011 pour la Bolivie dans les négociations climatiques dans le cadre des Nations Unies. Donc Pablo, nous profitons de la présence de Pablo à Paris pour justement avoir un échange avec lui, puisqu'il a beaucoup travaillé sur les questions du climat et qu'il est très engagé en Bolivie, mais pas seulement, sur toutes ces alternatives et les résistances par rapport à ces catastrophes qui sont déjà là et qui viennent. Merci Pablo d'être avec nous ce soir. Muy buenas noches. Muchas gracias. No tiene... Hola, hola. Hola. Sí, funciona. Hola. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta noche. Yo he preparado esta presentación pensando precisamente en la traducción. Donc, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir ici ce soir. En préparant ma présentation, j'ai toujours gardé la traduction à l'esprit. La crisis económica, social, ambiental y política son interdependientes, se retroalimentan y son parte de un todo. Donc, les crises économiques, sociales, environnementales et politiques sont des crises qui sont interdépendantes. Elles s'alimentent les unes les autres et elles forment un tout. El cambio climático, la pobreza, la discriminación social, el autoritarismo, todo está interrelacionado. Toutes ces choses sont liées. Le changement climatique, la pauvreté, les discriminations sociales, l'autoritarisme. Estamos viviendo una crisis sistémica. Nous traversons une crise systémique. No es posible resolver el problema del cambio climático simplemente reemplazando los combustibles fósiles por energías limpias. Il n'est pas possible de résoudre le problème du changement climatique en remplaçant simplement les combustibles fossiles par des énergies propres. Para enfriar el planeta es fundamental cambiar nuestra relación con la naturaleza. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut que nous changions fondamentalement notre relation avec la nature. Es necesario dejar de tratarla como un objeto y asumir que nosotros somos parte de la naturaleza. Il est nécessaire que nous arrêtions de considérer la nature comme un objet. Nous devons comprendre que nous en faisons partie. La violencia sobre los cuerpos de las mujeres es similar a la violencia que se ejerce sobre la naturaleza. On peut tracer un parallèle entre les violences que subissent les femmes, les corps des femmes, et la violence que subit la nature. La violencia sobre los cuerpos, ambos son objetos de explotación y mercantilización. Tant les femmes que la nature font l'objet d'exploitation, font l'objet de marchandisation. La cultura y las estructuras patriarcales dominantes en nuestra sociedad se alimentan y al mismo tiempo se refuerzan con los procesos de colonialismo e intervencionismo. Les processus de colonialisme, d'interventionnisme renforcent et alimentent la culture, la structure patriarcale de notre société. La concentración de riqueza en pocas manos conduce al totalitarismo y al establecimiento de democracias controladas, donde la población vota pero no decide. La concentration des richesses entre très peu de personnes conduit au totalitarisme, conduit aussi à la mise en place de démocraties contrôlées, où la population vote mais ne décide pas. La globalización capitalista agudiza el extractivismo y el consumismo desmedido que agrava el cambio climático. Et la mondialisation capitaliste
va aggraver l'extractivisme et le consumérisme non contrôlé, qui va lui, à son tour, aggraver le problème du réchauffement climatique. La crisis sistémica pone en peligro el futuro de la humanidad y la vida como la conocemos. Et la crise systémique met en danger l'avenir de l'humanité, l'avenir de la vie telle que nous la connaissons. El planeta seguirá existiendo, pero muchas formas de vida desaparecerán para siempre. Notre planète continuera à exister, mais de nombreuses formes de vie vont disparaître pour toujours. Para hacer frente a este colapso sistémico para la vida en el planeta, debemos ver el todo y no solo las partes. Pour faire face à cet effondrement systémique de la vie dans notre planète, nous devons regarder la situation dans son ensemble, plutôt que de nous concentrer sur certaines parties seulement. Pensar en las relaciones e interacciones sobre las cuales normalmente nunca nos preguntamos. Pour cela, nous devons réfléchir à des interactions, à des rapports sur lesquels nous ne nous attardons pas d'habitude. Promover alternativas sistémicas que combinen diferentes estrategias a distintos niveles. Nous devons défendre des alternatives systémiques qui combinent des stratégies différentes à des niveaux différents. Por ejemplo, alternativas que combinen la promoción de energía solar bajo control de las comunidades y no bajo monopolio de grandes corporaciones privadas o estatales. Cela peut passer par exemple par des alternatives qui promeuvent l'utilisation d'une énergie solaire produite sous le contrôle des communautés et pas sous le monopole de grandes entreprises privées ou publiques. Energía solar que no se produzca a costa de desplazar poblaciones locales o deforestar bosques. Cette énergie solaire devra être produite sans déplacer les populations locales, sans aggraver la déforestation. Necesitamos energía solar comunitaria y residencial para transformar a los consumidores de electricidad en productores de energía. Cette énergie solaire doit être produite au niveau des communautés pour transformer les consommateurs d'électricité en producteurs d'énergie. La energía solar comunitaria requiere una democracia real, participativa, para discutir y definir el futuro de la energía para todos por encima de los intereses corporativos. Pour une telle énergie solaire communautaire, il faut une véritable démocratie, une démocratie participative qui permette de parler du futur de l'énergie, qui permette de le définir, et ce, en dépassant justement les intérêts des entreprises. Sin democracia real, no hay solución al cambio climático. Sans cette véritable démocratie, il n'existe pas de solution au réchauffement climatique. La gestión de la energía no puede darse bajo una lógica dominada por el mercado. On ne peut pas gérer l'énergie en suivant une logique dominée par le marché. La energía del futuro tiene que visibilizar y abrazar la lógica femenina de la economía del cuidado, buscando preservar los ciclos vitales de la Tierra. L'énergie de l'avenir doit fonctionner en suivant cette logique féminine de l'économie des soins, qui cherche à préserver les cycles de vie de la Terre. Construir alternativas sistémicas requiere confrontar el capitalismo, el extractivismo, el productivismo, la plutocracia, el patriarcado y el antropocentrismo. Pour construire des alternatives systémiques, il faut affronter le capitalisme, l'extractivisme, le productivisme, la plutocratie, le patriarcat et l'anthropocentrisme. El cambio de sistema que requerimos para contener el cambio climático no es solo un cambio de sistema económico. Le changement de système nécessaire pour lutter contre le changement climatique, ce n'est pas seulement un changement de système économique. Todo sistema económico está enraizado en la naturaleza. Tout système économique est ancré dans la nature. Un sistema alternativo al capitalismo debe reemplazar la lógica de la ganancia por el principio de la vida. Pour une véritable alternative au capitalisme, il faut remplacer la logique du profit par le principe de la vie. Sustituir el extractivismo sin límites por la restauración de los ecosistemas. Il faut remplacer l'extractivisme illimité par la réparation des écosystèmes. Y reemplazar el productivismo por una economía que tenga en su centro la reproducción y el cuidado de la vida. Et il faut remplacer le productivisme par une économie
qui soit centré autour de la reproduction et de la préservation de la vie. La armonía entre seres humanos y con la naturaleza no se puede alcanzar si no rompemos con el antropocentrismo y con el patriarcado. Nous ne parviendrons pas à l'harmonie entre les êtres humains et entre les êtres humains et la nature si nous ne prenons pas nos distances avec l'anthropocentrisme et avec le patriarcat. Un sistema de estas características no es posible sin transformar radicalmente la actual democracia e incorporar también la representación de la naturaleza. Pour parvenir à un système qui ait ces caractéristiques, il faut transformer de façon radicale nos démocraties actuelles et il faut prendre en compte la représentation de la nature. Las alternativas sistémicas no surgen en el vacío, emergen en las luchas, victorias, derrotas y resistencias de los pueblos. Ces alternatives systémiques, elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont le produit des luttes, des victoires, des défaites, des résistances des peuples. Debemos aprender de las experiencias propias y ajenas de manera constructiva y crítica, sin forjar nuevos dogmatismos ni cultos a la personalidad de un jefe. Nous devons tirer des enseignements de nos propres expériences et de celles des autres, toujours de façon constructive et toujours de façon critique, et sans créer de nouveaux dogmatismes, sans créer de nouveaux cultes de personnalité. En este proceso es necesario buscar la complementariedad entre diferentes visiones como el vivir bien, los comunes, el ecofeminismo, el decrecimiento, la soberanía alimentaria, los derechos de la madre tierra, el ecosocialismo, la desglobalización y muchos otros. Pour ce processus, il faut trouver des complémentarités entre différentes visions, comme le bien vivre ou vivir bien, les communs, l'écoféminisme, la décroissance, la souveraineté alimentaire, les droits de la terre-mère, l'écosocialisme, la démondialisation et bien d'autres encore. El vivir bien es una visión que nace en los Andes de Sudamérica y que plantea la necesidad de un equilibrio dinámico entre todos los componentes de la madre tierra. Le vivir bien est un point de vue, une vision qui est originaire des Andes, de l'Amérique du Sud. Il s'agit de réfléchir au besoin d'un équilibre dynamique entre toutes les différentes composantes de la terre-mère. Es un paradigma que propone que lo más importante es aprender a interrelacionarse en la diversidad, a complementarse y a descolonizarse a todos los niveles. Dans ce paradigme, le plus important, c'est d'apprendre à créer des liens dans le respect de la diversité, à se complémenter mutuellement et à se décoloniser à tous les niveaux. La propuesta de los comunes afirma que la solución principal no ha de venir del mercado o el Estado, sino de la capacidad de autoorganización de la sociedad para la autogestión de los elementos centrales para la vida. La proposition qui tourne autour des communs affirme que la solution principale, elle ne vient pas du marché, elle ne vient pas de l'État, elle vient de la capacité d'auto-organisation de la société pour qu'elle gère elle-même les éléments nécessaires à la vie. El enfoque del decrecimiento nos recuerda que no es posible el crecimiento infinito en un planeta finito. La décroissance nous rappelle qu'une croissance illimitée n'est pas possible dans une planète limitée. El decrecimiento nos propone construir sociedades sencillas y moderadas que respeten los límites biofísicos de la Tierra. Il s'agit alors de construire des sociétés simples, dans la modération, qui respectent les limites biologiques et physiques de la Terre. Los ecofeminismos denuncian la cultura y estructuras patriarcales que sobreexplotan tanto a las mujeres y a la naturaleza. Les mouvements écoféministes dénoncent les cultures, les structures patriarcales qui exploitent les femmes et la nature. Los ecofeminismos cuestionan la invisibilización, desprecio y apropiación del trabajo del cuidado, que es fundamental para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Les écoféministes dénoncent le fait que les travaux du soin, qui sont fondamentaux pour la durabilité de la vie, sont rendus invisibles, sont méprisés, sont appropriés. Los derechos de la madre tierra son un llamado a abandonar el paradigma antropocéntrico dominante
e imaginar una nueva sociedad de la tierra donde se respeten tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza. Les droits de la terre-mère appellent à abandonner notre paradigme anthropocentriste et à imaginer une nouvelle société dans laquelle on respecte tant les droits des êtres humains que ceux de la nature. El ecosocialismo convoca a superar la lógica del capital y la ganancia para satisfacer las necesidades de todos, preservando al mismo tiempo la salud del planeta. L'écosocialisme appelle à dépasser la logique du capital, la logique du profit, pour répondre aux besoins de tous en respectant la santé de notre planète. La desglobalización propone un nuevo tipo de integración mundial para los pueblos y la naturaleza. La démondialisation propose un nouveau type d'intégration au niveau mondial, tant pour les peuples que pour la nature. Cada una de estas visiones tiene diferentes fortalezas y debilidades. Cada una requiere complementarse con las otras para construir alternativas sistémicas. Chacune de ces visions a ses propres forces, ses propres faiblesses, et elles peuvent toutes être complémentaires, on peut toutes les utiliser pour construire des alternatives systémiques. Para cambiar el sistema, es fundamental ver el futuro con múltiples miradas. Pour véritablement changer le système, il faut porter des regards multiples sur l'avenir. Hace una semana me preguntaron cuáles son las lecciones de la Guerra del Agua de Cochabamba después de más de una década de gobierno de Evo Morales. La semaine dernière, on m'a demandé quels étaient les enseignements qu'on pouvait tirer de la guerre de l'eau de Cochabamba après près d'une dizaine d'années de gouvernement d'Evo Morales. La guerra de Cochabamba fue clave para cambiar el curso de la historia de Bolivia. La guerre de Cochabamba a joué un rôle clé et a changé l'histoire de la Bolivie. No solo inició el ocaso de las privatizaciones en Bolivia, sino que nos mostró que podíamos ser capaces de liberarnos del neoliberalismo. Elle a marqué le début de la fin des privatisations en Bolivie et nous a montré que nous étions capables de nous libérer du néolibéralisme. El triunfo electoral de los movimientos sociales el 2005 en Bolivia es uno de los subproductos de la guerra del agua del año 2000. Cette guerre de l'eau de l'année 2000 a eu, entre autres conséquences, celle du triomphe aux élections des mouvements sociaux en 2005. El triunfo de Cochabamba permitió derrotar la privatización del agua en la ciudad de La Paz y facilitó ampliar el servicio a barrios que la empresa francesa Suez no los consideraba rentables. Cette victoire à Cochabamba, ça a été une victoire contre la privatisation de l'eau dans la ville de La Paz. Cela a permis de faire accéder à ce service de nombreux quartiers que l'entreprise française Suez ne considérait pas rentables. Hoy hay más conexiones de agua potable en áreas periurbanas y áreas rurales que hace una década. Il y a aujourd'hui bien plus de zones périurbaines et rurales qui ont un accès à l'eau qu'il y a 10 ans. Sin embargo, el año pasado, 100 barrios de la ciudad de La Paz padecieron de agua debido a una gran sequía. Néanmoins, l'année dernière, une centaine de quartiers de la ville de La Paz ont souffert d'un manque d'eau dû à une sécheresse. Esta sequía fue producto del cambio climático y de los procesos de deforestación irracional que permite el gobierno de Evo Morales. Cette sécheresse, elle est la conséquence du réchauffement climatique et de la déforestation autorisée par le gouvernement d'Evo Morales. Eso nos enseña que si queremos garantizar el derecho humano al agua, debemos no solo luchar contra la privatización del agua, sino preservar nuestros bosques y frenar la quema ecocida de más de 200.000 hectáreas al año en Bolivia. Cela nous enseigne que pour garantir le droit humain à l'accès à l'eau, nous devons lutter certes contre la privatisation, mais aussi protéger nos forêts de cette déforestation, de ces incendies écocides qui touchent plus de 200 000 hectares par an. En otras palabras, tener una visión sistémica del agua y no solo de gestión. Notre vision de l'eau doit donc être systémique, complète. Elle ne peut pas seulement porter sur la gestion. ¿Por qué el gobierno de Bolivia, que habla de derechos de la madre tierra, permite y alienta la deforestación? Alors pourquoi est-ce que le gouvernement bolivien, qui parle pourtant des droits de la terre-mère, autorise et entretient cette déforestation?
para expandir la producción agroindustrial para la exportación y para no confrontar a las bases campesinas de productores de hoja de coca que colonizan selva virgen. Il s'agit d'étendre les productions agro-industrielles qui seront ensuite exportées. Il s'agit également de ne pas affronter les groupes paysans de producteurs de feuilles de coca qui colonisent finalement la forêt vierge. El gobierno en Bolivia tenemos una nueva constitución y unas leyes muy progresivas que no se aplican en la realidad porque lo que prima es la lógica del poder. En Bolivie, nous avons une nouvelle constitution. Nous avons des lois très progressistes, mais celles-ci ne sont pas appliquées en réalité puisque ce qui va primer, ça reste la logique du pouvoir. El gobierno del que fui parte hoy está más obsesionado en garantizar su cuarta reelección que en preservar los bosques. Le gouvernement duquel j'ai fait partie tient aujourd'hui davantage à garantir sa prochaine réélection qu'à protéger les forêts. Nuestra equivocación fue no crear un contrapoder social a nosotros mismos, a quienes circunstancialmente habíamos llegado al gobierno. Notre erreur, à nous que les circonstances ont mené au pouvoir et au gouvernement, ça a été de ne pas créer directement un contre-pouvoir social qui pourrait s'opposer à nous. La lección 17 años después de la Guerra del Agua de Cochabamba es que sin democracia participativa, creativa y autogestionada no se puede romper con el extractivismo y preservar los ciclos vitales del agua. L'enseignement qu'on peut en tirer, 17 ans après la guerre de l'eau de Cochabamba, c'est que sans une démocratie véritablement participative, créative et autogérée, il n'est pas possible de se débarrasser de l'extractivisme et protéger les cycles de vie de l'eau. Por eso, en la lucha contra el cambio climático, es fundamental no trazarnos estrategias unidimensionales y buscar una construcción creciente y complementaria de estrategias a diferentes niveles. C'est pourquoi, dans la lutte contre le changement climatique, il est essentiel de ne pas utiliser des stratégies à une seule dimension. Il faut chercher une construction toujours grandissante, toujours complémentaire de différentes stratégies à différents niveaux. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. On a 5 minutes pour des petites questions, si vous voulez poser des questions à Geneviève, Azam et Pablo Solón. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Si, monsieur le maire. Je voudrais demander à Pablo Solón que quand il parle des droits de la nature, est-ce qu'il inclut dedans le droit des animaux? Sí, los derechos de la naturaleza son los derechos de los animales, pero también los derechos de un río, los derechos de los bosques, los derechos de las montañas, de los nevados que se están perdiendo, de los glaciares que están desapareciendo. Son los derechos de los ecosistemas. Plantear los derechos de la naturaleza no quiere decir que no puede cortarse un árbol. Non, gracias. Donc oui, les droits de la nature, c'est aussi les droits des animaux, mais c'est également les droits des fleuves, des forêts, des montagnes, des glaciers qui disparaissent progressivement. C'est les droits des écosystèmes. Parler des droits de la nature, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas couper un arbre. Pero significa que no podemos acabar con todo un bosque, con todas una serie de especies que están desapareciendo en la Tierra. Mais ça veut dire que nous n'avons pas le droit de détruire une forêt, que nous n'avons pas le droit de faire disparaître des espèces. Hablar de derechos de la naturaleza es asumir que nosotros somos naturaleza.
Parler des droits de la nature, c'est comprendre que nous-mêmes, nous faisons partie de la nature. Nous sommes la nature. Je voulais rebondir sur l'intervention de Geneviève sur l'urgence et puis sur le fait que c'est Politis et Attaque qui nous invitent, donc deux grandes organisations et médias de la gauche, parce que justement c'est l'occasion de revoir un peu les idéologies qui ont dominé la gauche depuis un siècle et demi, notamment celle du progrès, parce que finalement la promesse du progrès qui a été portée par le mouvement émancipateur du 19e était centrée autour de l'idée d'un arrachement à la nature et d'un arrachement au passé, cette idée qu'on va construire le futur qu'on veut. Or, ce qui se passe avec la crise écologique, climatique, géologique dans laquelle on est, c'est que la question de savoir si en 2200 on aura 1 mètre de montée des eaux ou 10 mètres, c'est pas les sociétés du 22e siècle qui vont pouvoir décider ça. Les gens qui vivront en 2150 n'auront aucune prise sur cette réalité-là. Les décisions, elles sont prises en ce moment par nous dans les années qui viennent. Et ça, c'est tout le contraire de la promesse du progrès. C'est-à-dire que plus on avance sur la trajectoire des émissions, moins les sociétés du futur auront de marge de manœuvre. Moins elles auront la capacité à décider de leur avenir, de vers quoi elles veulent aller, etc. Et donc, au contraire, plus on avance, et moins le futur est ouvert à la possibilité de décider collectivement les choses. C'est exactement le contraire de la promesse du progrès que les mouvements émancipateurs ont porté au XIXe siècle. Et du coup, ça pose la question de quelles nouvelles promesses, nous, dans ces mouvements émancipateurs, on a envie, on est prêt à porter face à cette réalité-là. Donc, tout le logiciel de la gauche, quoi. Oui, il faut appuyer, non? Non? On entend là? Vous entendez? Oui. D'accord. C'est aussi une question pour Madame Azam, je pense, mais oui, ici. C'est dans la lignée de ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que la démographie croissante humaine va aggraver les problèmes. Et quelque part, il y a une sorte d'inconscience. Je n'ai pas entendu parler de la démographie au cours du COP 21, le COP 23 non plus. Je ne sais pas qui en parle, et ça fait partie du problème. Et l'avenir sera d'autant plus bouché que nous serons nombreux sur Terre vis-à-vis de toutes les consommations. Est-ce que vous pouvez commenter ou ajouter? Bon, je pense malheureusement que nous n'avons pas là le temps d'enclencher un débat sur la question de la démographie. Tout le monde sait que c'est un sujet extrêmement important et extrêmement glissant. Donc, et pour lequel je pense qu'il faut l'affronter, mais il faut avoir le temps d'exposer tous les arguments. Ce que je pense, en revanche, que nous pouvons faire tout de suite, c'est de réduire l'empreinte écologique par habitant. Nous ne pouvons pas décider à la place des gens, on ne peut pas décider de réduire la population. Absolument, on peut en parler. On ne peut pas décider de réduire la population. Et les pays qui l'ont décidé de manière autoritaire, ça a été une véritable catastrophe. Aujourd'hui, c'est le cas de la Chine, etc., dans lequel il y a un déséquilibre démographique terrible, avec un manque de femmes. Puisque la politique un enfant unique par famille s'est traduite par l'infanticide des femmes, parce que c'est moins intéressant d'avoir des femmes. Et donc, il y a un déficit aujourd'hui dans la pyramide des âges chinoise, par exemple, et pas seulement en Chine. Il y a en Inde aussi, il y a un déficit de femmes. Donc, je pense que les politiques autoritaires en termes de démographie, je rejoins là ce que dirait Pablo, je pense soit de l'État, disons, qui interdirait, je ne sais comment, la reproduction. Je ne crois pas que ce soit ce que nous souhaitions.
Donc c'est un problème qu'il faut affronter, il faut en parler. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que déjà, et notamment dans nos sociétés, parce que bien souvent quand on pense à la surpopulation, on pense comme par hasard aux pays du Sud. Je voudrais rappeler que c'est dans les pays industriels que la densité au kilomètre carré est souvent la plus importante. Donc c'est là qu'il faudrait commencer à parler de démographie, au lieu de favoriser des politiques démographiques dans nos pays industriels, et on pourrait réduire significativement l'empreinte écologique par habitant. Et donc ce que vous dites, c'est-à-dire comment la population véritablement est un poids pour la planète, je suis entièrement d'accord, mais donc il faut commencer à réduire, ça on peut le faire. On peut réduire l'empreinte écologique de la population et effectivement mener des politiques qui permettraient d'assurer à la fois une liberté du choix et une régulation démographique qui permettent que tout le monde puisse avoir une vie décente sur la planète. Mais mettre ça comme point premier, bon, enfin en tout cas ça nous engage sur des sujets extrêmement glissants. Mais en revanche, sur le fait qu'il faille l'affronter, oui, bien sûr, il faut l'affronter. Et je crois refuser les politiques natalistes, en tout cas pour nos sociétés, évidemment, refuser toutes les politiques qui seraient de nature nataliste, à favoriser les familles nombreuses. Ça, oui, je pense que nous pouvons le refuser au nom, justement, de cette nécessité de respecter un certain nombre de limites. Je pense, voilà, bon, je crois qu'on va continuer, peut-être la COP ne prend pas ce point de vue, parce que je ne pense pas que ce soit à partir de là, en premier, qu'on doive poser la question du dérèglement climatique. Aujourd'hui, le dérèglement climatique n'est pas dû au fait que nous sommes trop nombreux. Il y a bien d'autres raisons qui expliquent le dérèglement climatique. Ensuite, le fait que nous sommes très nombreux complique la question. Ça, je suis bien d'accord, mais ce n'est pas l'origine du réchauffement climatique. Et la COP n'est pas là pour ça. On vous remercie. Bravo. Nous allons passer à la deuxième séquence, en quelque sorte, avec les 4 petites tables rondes. 30 secondes. Un pequeño anuncio para los que quieren conocer más sobre los derechos de la naturaleza, los comunes, el vivir bien, el decrecimiento. Tenemos este libro que hemos escrito con Geneviève Assam, con Christophe Aquitón, con Elisabeth Peredo, que les invitamos a leerlo. Muchísimas gracias. Donc, simplement pour ceux qui souhaitent se renseigner davantage sur les droits de la nature, sur les communs, sur le vivre bien, sur la décroissance, je vous invite à lire ce livre.